Et l'ouverture de l'aérodrome, Claude, pilote de ligne, et Eric, instructeur, ont déjà pris leur petit déjeuner, préparé l'avion et déposé le plan de vol. La journée s'annonce longue et difficile. Quelle épreuve aujourd'hui? Aujourd'hui, l'épreuve Reykjavik vers Kulusuk, donc sur la côte est du Groenland. On continue de là vers Sonderström, côte ouest du Groenland, où on arrêtera. Kulusuk, on essaiera de passer au-dessus sans devoir s'arrêter. Et au départ de Sonderström, on continuera vers Cape Dyer, qui est sur la côte est du Canada, et on descendra comme ça vers Frobisher, donc le nouveau long est Iqaluit. Quelle est la distance? Alors la distance jusqu'à Sonderström, il faut compter grosso modo 750 à 760 nautical miles. Au départ de Sonderström vers Iqaluit, étant donné la petite déviation qu'on doit effectuer, il faut compter grosso modo 560 nautiques. Quant à la météo, les choses semblent nettement s'améliorer. Le soleil est quand même un peu de la partie. Sera en théorie de la partie sur l'ensemble du Groenland à partir du moment où nous avons dépassé un front qui grosso modo se trouve à Kulusuk. Could you tell me at what time this is valid? Valid at 12 o'clock. At 12 o'clock today, okay. 12 o'clock this time, in 5 hours. Ok. Donc, au-dessus du Groenland, une fois qu'on a dépassé le front, normalement, on devrait avoir quelque chose de splendide. Et avec un peu de chance, on devrait arriver à Sonderström sous un ciel plus ou moins bleu. 7 heures, les 3 équipages reçoivent de la tour leur clearance. Simultanément, ils démarrent les machines. Ici, plus que jamais, les vérifications s'imposent. Pression d'huile, buster pump, essai des magnétos et dégivrage. Alignés en entrée de piste, ils n'attendent plus que leur clear for take-off avant de s'élancer sur la piste noyée sous l'eau. Pour la plupart des avions, le ravitaillement à Kulusuk, sur la côte est du Groenland, est superflu. En effet, ils sont équipés de réservoirs supplémentaires, leur donnant parfois une autonomie de plus de 10 heures. Ils se poseront donc à Sonderström, sur la côte ouest, après 6 heures de vol. Pour l'équipage canadien, sur Tempête des Neiges, un Piper Aztec, ce vol est devenu presque banal, puisqu'ils ont effectué quelques jours auparavant le voyage en sens inverse pour prendre le départ à Paris. L'enthousiasme et la bonne humeur de cet équipage nous rendent impatients de découvrir ce grand nord canadien, son froid légendaire et ses Esquimaux, devenus depuis peu des Inuits.
vorrei basta matti. Pour nous, c'est le jour le plus long. Le Seneca est un peu juste en autonomie, pas d'alternative possible. Ou nous nous posons à Kulusuk ou nous revenons à Reykjavik. La piste de Kulusuk a la particularité d'être souvent en dessous des minima. Son approche est rendue difficile par les icebergs pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. Il est donc nécessaire de connaître l'évolution météorologique en permanence. Les 400 nautiques qui nous séparent de notre destination rendent la radio traditionnelle inopérante. C'est pourquoi nous utilisons une HF à la sonorité très particulière. C'est avec 3/8 de cumulus à 800 pieds et 6/8 à 1600 que nous arrivons à Kulusuk. Nous sommes maintenant convaincus que la percée est très dangereuse. La piste invisible encore est située en bordure du Ice Cap et est entourée de montagnes. Appliquant les consignes reçues, Jacques n'hésite pas à percer largement sur la mer pour revenir en vol à vue au ras de l'eau. Quand la couche nous engloutit, commencent 2 longues minutes d'angoisse dues à la proximité des rochers. À 1000 pieds, nous sortons des nuages, on voit enfin la mer et toutes ses formes de bleu, une mer presque rassurante, même avec ses gros glaçons. Et fumante, nous saute brusquement aux yeux, la piste est là. Jacques, qui les yeux rivés sur l'aiguille de son ADF se taisait depuis quelques minutes, s'enthousiasme soudain. C'est génial, c'est génial. C'est complètement fou, c'est arrivé. Plus tard, il nous confiera avoir réalisé à Kulusuk l'approche la plus impressionnante de sa vie. Chapeau, hein. Ouais, super. Ça vaut le coup, hein? Ouais, c'est génial. C'est génial! Bon, on peut aller se prendre un café, peut-être. Nous commençons alors à admirer les lieux, un site fabuleux où montagne, ciel et mer se mélangent à ne plus faire qu'un, un endroit où l'on écoute le silence. Cela fait 3 heures que nous partageons ce décor avec les quelques esquimaux de l'endroit quand le brouillard arrive rapidement. C'est à ce moment que, venu d'on ne sait où, surgit de la brume l'Aro 4 de Thierry Léger. Le temps pour lui de faire le plein et le commandant de l'aérodrome nous oblige à partir en dépit de la mauvaise météo et du brouillard. Rien de rassurant quand on sait qu'en moyenne 2 avions se crachent sur la piste chaque année. Pourtant, la technique semble simple. On s'aligne sur le locator, on monte à 500 pieds minute en respectant l'axe et tout se passe bien. Nous décollons en tête du trio afin de bénéficier du premier niveau de vol disponible, le 130. Il faut savoir que le Groenland est un gigantesque plateau de glace à 9000 pieds. « 314, il n'y a pas de vent pratiquement. On est bien sur la route. » À cette altitude, l'oxygène est rare et le masque nous procure un certain confort. Une fois de plus, nous sortons de la couche et le soleil envahit la cabine, donnant une fausse impression de chaleur. Rien de comparable avec la grosse chaleur que nos amis Serge Gaston et Pierre Lenné se sont offerts au retour. Une panne moteur en IMC avec leur avion Fox Papa Yankee India Tango, le durable RD-03 de construction amateur. Ils sont en effet restés bloqués près de 30 heures par moins 30 degrés. Après 3 heures de vol, n'ayant rien eu à faire que surveiller le GPS et admirer le Groenland, nous accomplissons la deuxième approche délicate de la journée, l'axe étant décalé. Mais nous respectons scrupuleusement les caps radars,
seule garantie d'éviter les montagnes toutes proches. À Sonderström, c'est la fin de la journée. Les Canadiens se préparent pour la dernière étape du jour. Ils ont profité de leur avance pour prendre quelques heures de repos. Tous les autres concurrents sont déjà passés et accomplissent leur dernière branche longue de 1000 km. Ça, c'est Common Visit to Nunavik. C'est la capitale, tu sais, pour les Inuits. C'est chouette, hein? Ça, c'est le plat de Kulusuk quand on y a été. Kulusuk Airport. Vous êtes allé ce matin. C'est bon, hein, Kulusuk, hein? Oh, c'est génial, hein. C'est génial, hein? Ah, il y a des coins sympas d'allure. J'ai beaucoup aimé cet Iceland. Et Kulusuk, ça. Ok, merci. Comme on s'en va à Iqaluit, hein? C'est au cours de cette traversée que nous franchissons le point le plus au nord du raid par 67 degrés de latitude nord. On n'a aucune information de navigation. Alors autrefois c'était au cap en espérant que ça se passe bien et là je peux te dire exactement notre vitesse, notre route, où on va, l'estimer. C'est fabuleux. Une fois de plus, le GPS s'est avéré l'instrument le plus efficace de la navigation. À 0h15, nous posons nos roues sur la piste d'Iqaluit en tenant compte du décalage. Très tôt le lendemain, l'aéroport d'Iqaluit connaît une activité intense, peu courante. Les concurrents du rallye Cap sur Montréal reprennent les airs pour leur avant-dernière étape, ralliant le Grand Nord canadien à Québec. Sous l'œil vigilant de la douanière, les avions quittent le parking les uns après les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés, nous nous octroyons une journée de repos, plus exactement, nous allons rencontrer les Inuits. À l'image de ces enfants souriants, les Inuits sont accueillants et se contentent de joies simples. Le climat régissant véritablement la vie, leurs préoccupations se limitent le plus souvent à la nourriture et au froid. Le reste de l'après-midi sera consacré à la découverte du skidoo ou de la motoneige si vous préférez, un moyen de transport local, mais aussi une discipline sportive dans laquelle les Inuits excellent. Alors tu crois qu'on va pouvoir tuer un caribou aujourd'hui? Je sais pas, je pense pas. La température change vite. Vous l'avez fait combien? C'est moins... Au vent, peut-être moins 10, moins 15. Moins 15 là. Moi j'ai rien. Ouais,
En passant par l'aéroport pour déposer le plan de vol du lendemain et préparer la route, nous assistons au dernier départ de la journée. Nous sommes désormais escortés par le C-130 d'Air Canada, venu assister les concurrents en cas de problème. Je vais prendre le pied là. Nous croisons également Jean Balthazar qui, ayant rencontré de sérieux problèmes de magnéto à Gotthard, au Groenland, a dû se résigner à abandonner sur place son avion, un Menet 252. Avec son équipier, tels des touristes moyens, ils attendent la ligne régulière sur Montréal. Ayant loué un Cessna Citation pour gagner ICAL 8, Jean Balthazar est fatigué et amer. Mais 15 jours plus tard, il sera néanmoins présent au départ du Tour du Monde à Troyes avec un moral au beau fixe. Pour la dernière fois du raid, Jacques remplit les plans de vol, ayant décidé de rejoindre directement Montréal sans passer par Québec. Le matin du 5e jour, nous décollons à 6 heures. Après 1 heure de vol, le ciel se dégage et nous apercevons des régions un peu plus hospitalières que la banquise. Ce n'est qu'une apparence car 3000 mètres plus bas, cette région désertique est infestée de loups et d'ours. 4 heures plus tard, nous atterrissons à Wabush, où brutalement c'est l'été, il fait 25 degrés et le soleil brille.